Bonsoir. La menace est proférée par un des proches de Vladimir Poutine. Je le cite, une présence militaire européenne signifierait la fin de l'Europe. C'est l'épouvantail nucléaire qui est agité par le Kremlin. On verra dans quelles circonstances. Avec Aniva. Bonsoir Aniva. Merci beaucoup d'être là, reporter de guerre, spécialiste des questions internationales. Et de la Russie surtout. Grande spécialiste de la Russie depuis combien d'années? Depuis 30 ans, et j'ai vécu 10 ans, ça fait beaucoup quand même. Général Nicolas Richoux, bonsoir. Bonsoir Darius. Merci beaucoup d'être là. Vous, c'est en Allemagne que vous étiez. Oui, moi j'ai vécu 15 ans en Allemagne, j'ai fait l'école de guerre, j'y ai commandé mon régiment, j'y ai été attaché de défense, oui je connais bien l'Allemagne. À l'époque de la guerre froide. Avant, j'ai oublié de dire effectivement 3 ans comme lieutenant à l'époque de la guerre froide. Et l'ennemi était en face, vous l'observiez avec les jumelles? La jumelle à Berlin-Est, on patrouille à Berlin-Est, c'était une grande époque, oui. Et c'est les temps qui reviennent en quelque sorte. Merci à Guillaume Roquette. Bonsoir Darius. Bonsoir Guillaume, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Merci à Marianne Babiche. Bonsoir Darius. Bonsoir Marianne, vous êtes conseillère en communication franco-ukrainienne. Et Gallagher Fenwick, grand reporter, biographe de Volodymyr Zelensky. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'éléments ce soir qui comptent beaucoup dans la carrière de Volodymyr Zelensky. Je vous le disais donc, d'abord cette menace proférée par Karaganov, Sergueï Karaganov, regardez, ou lisons-le plus exactement, il s'est exprimé sur la raille. Et visiblement, ses propos ont été calibrés pour être le plus menaçant possible. L'escalade nucléaire est possible, même si c'est un péché moral. Il est très pieux, très chrétien et revendique souvent l'importance de Dieu. Une présence militaire européenne signifierait la fin de l'Europe. Ce serait le seuil qui pousserait la Russie à franchir le pas décisif. Oui. S'il n'y a pas de hasard, pourquoi dit-il ça maintenant ? Karaganov, il est connu d'abord pour être l'auteur de la doctrine éponyme, la doctrine Karaganov, qui a pour but de défendre les Russes de l'étranger, où qu'ils soient. Donc ça, c'est très important pour Karaganov. Karaganov, il a travaillé avec Primakov, sous Yeltsin. C'est un grand soutien de Vladimir Poutine. Et c'est aujourd'hui celui qui brandit le plus souvent la menace nucléaire. Donc s'il le dit aujourd'hui, effectivement, on est quand même à 2 jours de l'arrivée de Vitkov à Moscou. C'est bien sûr pour continuer la pression. Gallagher Fenwick, l'homme, je recommande dans le grand continent notamment à publier ses discours in extenso. Alors vraiment, là, il est à la droite de Poutine. Surtout, c'est le cerveau géopolitique de Poutine. C'est l'homme de la majorité mondiale, donc qui estime qu'en réalité, la Russie n'est pas isolée, qu'elle est bien plus représentative d'une aspiration mondiale que ne l'est l'Occident collectif, comme il l'explique. Et c'est surtout celui qui théorise également le nationalisme expansionniste russe, qui estime encore une fois que la Russie doit dominer dans sa zone d'influence, qui est la zone eurasiatique. Et la raison pour laquelle il tient ses propos, et vous le rappeliez, c'est évidemment pour peser de tout son poids sur ce qui est en train de se passer. C'est un fait qui est su et qui est connu, et c'est pour ça qu'il faut le lire, notamment dans le grand continent. Vladimir Poutine est le premier à le lire, et il assume le lire. Il parle de Karaganov. Il y a une conjonction. Vladimir Poutine. Non, mais il lit Karaganov. Il lit Karaganov, évidemment. Il y a une conjonction entre l'essai du Sarmat, raté. Enfin, ils ont fait un essai de Sarmat, en tout cas du vecteur du Sarmat, les déclarations de Karaganov, tout ça survient exactement au moment où on négocie. Moment clé. Oui, et c'est une pression psychologique aussi quand même, et en même temps, je pense pas, tout est possible, mais je pense pas qu'ils vont y arriver jusqu'à l'escalade nucléaire, déjà parce qu'ils ont quand même leurs proches qui habitent en Europe. La fille de Poutine qui habite à Paris, on ne sait pas dans quelles relations elles sont, mais aussi il y a la fille de Peskov qui habite en France, et il y a également le fils de Medvedev qui habite en Europe. Donc on voit bien qu'ils sont bien présents quand même en Europe, et je ne pense pas qu'ils vont oser à détruire ces contacts. Peut-être que les intéressés seront prévenus s'il se passe quelque chose et qu'ils reprendront l'avion pour Moscou. Effectivement, on sait bien, il y a deux points principaux dans le plan proposé par les Russes aux Américains pour mettre fin à la guerre. Il y a d'abord la conquête territoriale du Donbass, de Zaporijjia, de Kherson, et évidemment de garder la Crimée. Ça c'est le côté conquête militaire. Et puis il y a le dispositif de sécurité qui doit être mis ensuite. Et l'objectif des Russes est de repousser le plus loin possible les forces qui pourraient garantir une paix éventuelle entre la Russie et l'Ukraine. Et donc la Russie montre les dents
probablement pour inquiéter les Européens en disant oh là là, il ne faut pas qu'on s'implique trop dans cette espèce de force de contrôle de la paix, parce que sinon ça risquerait de nous retomber dessus. Et c'est un jeu à trois, évidemment. Les Russes, les Américains et les Ukrainiens. Regardez, ce sont les images des négociations qui étaient en cours tout à l'heure, avec d'un côté de la table les Ukrainiens à droite, à gauche les Américains menés par Rubio, mais aussi Jared Kushner, le propre gendre, monsieur gendre qui est là. Oui, mais là vous avez, dans ce qui vient d'être dit, alors les négociations bien entendu là risquent d'être un petit peu plus côté ukrainien, parce qu'ils négocient avec les Américains, mais ensuite il faudra que ça reparte vers les Russes. Et donc là, Karaganov, il anticipe déjà une des raisons pour laquelle ces négociations ont de fortes chances d'échouer, ce sont les garanties de sécurité. Car d'emblée, il est exclu qu'il puisse y avoir des forces de réassurance qui soient adossées à l'Ukraine pour l'empêcher de retomber dans la guerre et dans la conquête demain matin. Et donc là, c'est un signal très, très, très négatif dans les négociations. À mon sens, ces négociations, elles risquent quand même d'échouer sur ce point-là, en plus que d'échouer sur la question des frontières définies de la limite des oblasts. Et déjà, ça se corse un peu, parce qu'au début de la réunion, premières indiscrétions des Ukrainiens, ils disaient chaleureux, fructueux. Ça, c'était le début. Et après, ça s'est gâté au fur et à mesure. C'est encore chaleureux parce que c'est entre Américains et Ukrainiens. Ils peuvent discuter des garanties de sécurité. Justement, entre Américains et Ukrainiens, c'est pas tout à fait tout le temps chaleureux. Non, mais c'est ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils peuvent encore exprimer leurs idées de manière libre. C'est quand ça va repartir vers les Russes que ça va exploser. Quand ils vont dire, nous, on a besoin de garanties de sécurité en béton, forcément, de l'autre côté, ils ne vaudront jamais. Rubio a déjà dit, il manque une troisième partie. La troisième partie, c'est Moscou, ils s'y précipitent dans 3 jours. Donc justement, l'important, c'est... Oui, enfin, parler de souveraineté. Il ne manquerait plus qu'ils ne parlent pas de souveraineté. Franchement, Gérald Richoux, heureusement que le mot souveraineté est prononcé. Et déjà, effectivement, regardez bien, c'est comme le supplice du PAL qui commence bien et finit mal. On va entendre Rubio ce soir. Nous avons eu une autre réunion très productive dans le prolongement de Genève et des événements de cette semaine. Comme je vous l'ai dit plus tôt ce matin, notre objectif ici est de mettre fin à la guerre. Nous voulons aussi aider l'Ukraine à être en sécurité pour toujours, afin qu'elle ne soit plus jamais confrontée à une autre invasion. Je pense que nous avons encore progressé aujourd'hui, mais il reste encore beaucoup à faire. C'est compliqué, il y a beaucoup de variables et il est évident qu'une autre partie doit être prise en compte dans l'équation. Cela se poursuivra plus tard cette semaine lorsque M. Witkoff se rendra à Moscou, même si nous avons également été en contact avec la partie russe et que nous avons une assez bonne compréhension de son point de vue. Voilà, c'est compliqué, c'est comme dans les statuts des couples. Vous savez, it's complicated, c'est toujours quand c'est foutu, quoi, en gros, qu'on met ça. Hein. On se demande toujours, quand on écoute les diplomates, si y a une école ou s'il y a des professeurs qui leur apprennent comme ça à parler pour ne rien dire. Donc, bon, ça va très bien, il reste encore des choses à faire, mais on est optimiste. Mais pour autant, il ne faut pas crier victoire trop vite. Et ils sont forts là-dedans, ils gagnent du temps. Ce qui est intéressant quand là, même, c'est mauvais, disons les choses. Là, il n'y a pas besoin d'être grand spécialiste pour comprendre que, pour l'instant, en tout cas, ça ne se passe pas très bien entre les Américains et les Ukrainiens. Non, et c'est assez normal, parce que les Américains ont d'abord exprimé toute leur sympathie, voire leur soutien pour le premier plan proposé, qui était clairement une capitulation de l'Ukraine par rapport aux Russes. Et donc, les Ukrainiens essaient de remonter le courant, et ça veut dire qu'ils disent à leurs interlocuteurs, ce que vous avez prévu n'est pas acceptable. Donc, forcément, ça peut pas bien se passer. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que c'est Rubio qui parle. C'est-à-dire, c'est le diplomate. Ce sont pas les businessmen qui, eux, ne rêvent que d'une chose, c'est que se débarrasser de l'Ukraine pour pouvoir faire des affaires avec la Russie. Donc, peut-être que c'est pas seulement on va dire les amis de Trump et ses anciens partenaires d'affaires qui gèrent ce dossier. Il y a une tension terrible. Regardons bien l'image, parce que quand on voit qui est autour de la table, alors, il y a Umerov, qui déjà est en remplaçant. Si on veut, ça devait être Yermak, mais il a sauté parce qu'il a été perquisitionné dans l'affaire de corruption. De l'autre côté, Jared, qui s'entend pas très bien avec l'autre, et puis surtout Rubio, qui s'entend pas avec Witkoff. Non, on a différentes écoles. Alors, pour le coup, je pense que du côté ukrainien, on a un alignement sur les positions qui sont dictées par Zelensky. C'est quand même très discipliné côté ukrainien. Des bisbilles entre eux. Je laisserai Marianne Babich s'exprimer sur ce sujet. Moi, j'ai pas d'informations à ce sujet. En revanche, moi, je trouve très intéressant. C'est vraiment le grand vainqueur de cette séquence. Et Guillaume, avec force ironie, le soulignait très bien. C'est Marco Rubio. Comment est-ce qu'il a fait pour s'insérer dans ce dispositif dont je rappelle qu'il était totalement exclu? Je rappelle que le plan en 28 points, il le découvre comme nous. Et là, des sénateurs l'appellent. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il connaît les rouages de la politique. Il dégoupille une petite grenade qui fait rouler
Dans les couloirs du Congrès américain, on disait « Ah non, mais ça c'est un document russe ». 24 heures après, rétropédalage avec aucune crédibilité en disant « Non, vous savez, nous sommes des facilitateurs, notre rôle c'est de faire circuler les idées qui sont en notre possession ». Manière, j'allais dire, sibylline d'alimenter le fait que Witkoff, qui lui a piqué son job, fait absolument n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, et j'en termine par là, à la base, Rubio est censé être un homme extrêmement puissant. Il est secrétaire d'État, mais c'est aussi lui le patron du Conseil à la sécurité nationale qui supervise toutes les agences militaires et sécuritaires américaines. Pendant des semaines, on avait l'impression de voir un stagiaire qui traînait autour de Donald Trump. Et désormais, regardez, il est au centre, effectivement, Mais c'est pas lui avec qui va Jared à Kushner. Moscou, par contre. Mais c'est pas lui qui va